Dans le sud du Soudan, quand nous avons filmé ces longues colonnes de réfugiés la semaine dernière, le regard des hommes nous gênait comme une sorte de reproche. Depuis, plusieurs dizaines d'entre eux sont morts, au pied même de leur casque qu'ils transportaient ce jour-là avec le maigre baluchon de tous les réfugiés du monde. Leur terre venait d'être déclarée zone interdite et les autorités leur avaient assigné un coin d'herbe près d'une île pour continuer à y vivre. Il a fallu, samedi dernier, que quelques-uns des leurs se rebellent contre l'armée pour qu'à nouveau le feu et les soldats fondent sur eux. Nous allons voir pourquoi, après que je vous aurai dit au passage que ce reportage ne peut être considéré comme complet, vu les difficultés incessantes que nous avons rencontrées. Mais les images et les témoignages qui vont suivre vous feront découvrir ce pays comme nous l'avons découvert. Ce mercredi-là, donc, un village entier venait de quitter la jungle et arrivait à Djouba, la capitale du Sud. Une fois de l'autre côté du Nil, ces hommes et ces femmes espéraient trouver la paix et ne plus être déchirés entre l'armée du Nord et les révoltés du Sud. Le Soudan se situe là, coincé sous l'Égypte par l'Éthiopie et le Kenya, un pays dont l'extrême nord serait en Suède et l'extrême sud en Espagne. Un pays indépendant depuis 1956, secoué par un coup d'État militaire qui établit une dictature de 6 ans et une révolution en octobre dernier qui porta au pouvoir après un gouvernement de transition une équipe d'hommes décidés trouvant en face d'eux l'éternel problème du Sud. Le Soudan est un pays très vaste et le système de vie et la structure sociale et les habitudes des habitants ne permet pas qu'on les gouverne sans leur consentiment. C'était une expérience historique et qui a été répétée. Les militaires qui ont eu l'expérience de gouverner ce pays pendant 6 ans ont bien appris cette leçon. Les éléments de cette diversité auxquels vient de faire allusion un député de la majorité les voici. Au nord du pays, le désert comme on l'imagine, avec la stérilité et la soif insatiable de la terre que le Nil tout proche ne rassasie pas. Au sud, la forêt, l'orée de la jungle équatoriale, avec son sol gorgé d'eau et la broussaille qui pousse plus vite que le maïs. L'homme du Sud est noir, grand et maigre, habile à la chasse et avide de liberté. Il vit volontiers à demi nu. L'homme du Nord est arabe, fort et sec, âpre au gain et souvent cultivé. La djellaba le protège de l'ombre surchauffée. Il vit dans ces maisons de terre groupées en essaims autour du puits, ces maisons au toit plat sur lequel le soleil vient s'écraser dès 5 heures du matin. L'homme du Sud se protège davantage de l'eau que du soleil. Sa case est de branchages et le toit de paille. Le village s'inscrit en rond autour d'un feu central. Et pour gagner quelque argent, l'homme du Sud se loue à l'homme du Nord. Il est souvent domestique, parfois manœuvre, rarement ouvrier spécialisé, jamais patron. L'homme du Nord tient le négoce et l'administration. Il sait lire et écrire l'arabe et l'anglais, les 2 langues véhiculaires du pays. Il fait de la politique, voyage souvent et ne termine pas sa vie sans avoir fait au moins une fois le pèlerinage de la Mecque. En plus de cette opposition naturelle entre le Nord et le Sud, les divergences religieuses nous entraînent au centre même du problème soudanais. Le Nord est arabe et naturellement musulman, profondément musulman. Le Sud est soit chrétien, soit païen, mais de toute façon anti-musulman. L'affrontement entre les 2 religions a été toujours latent, parfois violent. J'en ai parlé d'abord avec l'imam de Khartoum, le chef religieux du pays. L'imam dit, il est vrai que la majorité des habitants au sud, ce sont des chrétiens et des païens. Et comme musulmans, c'est notre devoir de faire répandre l'islam dans une région comme celle-ci. Mais malgré ce fait, c'est pas vrai
que nous avons essayé d'islamiser le Sud malgré la volonté de ses habitants. La preuve est que quand les autorités publiques ont voulu faire sortir les prêtres étrangers du Sud, ils n'étaient pas remplacés par des prêtres de l'islam, c'est-à-dire qui vont répandre l'islam au Sud, mais ils étaient remplacés par des prêtres chrétiens, même sudistes. Et quelle raison vous a donné pour l'expulsion de vos camarades? La raison donnée par le gouvernement, c'est que nous avons pris ou que nous avons de la complicité dans la révolte du Sud contre le Nord. Mais on peut dire que c'est un prétexte. Vraiment, c'est la politique du gouvernement qui ne veut pas absolument des chrétiens ou des témoins pour ce qu'ils vont faire maintenant. Mais vous pensez que c'est la fin du christianisme au Soudan? Oh non, je ne crois pas du tout. C'est pas la fin. Je crois que maintenant c'est l'heure quand les chrétiens, les vrais chrétiens, se montrent comme ils sont et qui vont voir que le christianisme c'est pas seulement aller à l'église le dimanche, mais qu'il faut vraiment le vivre dans la vie. Hein. À la messe du dimanche, nous y voici, dans la cathédrale de Khartoum, dans le nord, avec quelques-uns des Noirs du Sud qui vivent là et qui, en décembre dernier, menacèrent d'incendier les mosquées si on leur interdisait l'accès des églises. À la fin de la messe, nous avons rencontré quelques femmes du Sud. Ce sont toutes des chrétiennes, là, mon frère. Ce sont toutes des chrétiennes, ça, oui. Oui. Est-ce qu'elles ne se sentent pas un peu comme des réfugiés ici? Elles ne se sentent pas un peu seules? Et ils se sentent comme des réfugiés, vraiment. Et alors, tout ce que nous faisons, est considéré comme des charités. Et ils ne veulent pas de charité. Ils veulent de la justice, vraiment. Même si vous voulez les aider, il y en a qui ne veulent pas être aidés. Parce qu'ils disent, c'est pas pour nous être aidés comme ça, comme les charités. Nous sommes dans notre pays, nous avons des droits et nous le voulons. On peut leur demander si elles s'entendent bien avec les Arabes? Non. Elle a dit qu'elle ne veut pas rester ici, pas du tout. Elle peut acheter. أنت ما بحب العرب. No, Elle ne veut pas rester ici parce qu'elle n'aime pas les Arabes. On peut aller voir une autre tribu. Est-ce que vous pouvez lui demander si elle accepterait d'épouser un arabe? شوفي أنت عايزة متزوج واحد عربي؟ أنت عايزة متزوج واحد عربي؟ لا. Elle a dit, lui arabe, moi du sud. Ça va pas. لا عشان كده عشان أنت من الجنوب. C'est la même chose. On ne veut pas parce que c'est du sud et l'autre c'est du nord. On ne veut pas. C'est presque une forme de racisme. Oui, pratiquement c'est du racisme aussi. Oui. Je crois que ça dépend parce que on toujours leur appris que les Arabes sont ceux qui sont venus les derniers siècles, qui ont assassiné leur père, leur mère. Et la haine de ce jour-là reste toujours maintenant. C'est comme dire la vendetta, elle reste toujours comme ça. La vendetta. En voici un exemple. Ce village du Sud s'appelait Opari. Le 3 juillet, un officier de l'armée du Nord a été tué par les rebelles à une dizaine de miles de là. Opari a été brûlé, détruit. Il y a eu 57 tués. Le village est mort. Demain, d'autres officiers mourront. On a dit en Europe que les Arabes au Soudan voulaient la fin des Noirs du Sud. Est-ce vrai? Ce n'est pas dans la nature, ni de l'islam, ni de l'arabisme, d'entrer dans une conquête qui finit par l'extermination de la population autochtone.
il n'y a pas de trace de racisme à l'islam. Dans le Sud, pour rétablir la paix, les hommes du Nord ont pris en main l'administration, la police et le maintien de l'ordre. Les Noirs ont été écartés de la gestion du pays et les leaders politiques incarcérés ici, à Djouba. Nous avons eu quelques difficultés avec la police pour filmer, mais derrière ce frêle et symbolique réseau de bambous sont maintenus en résidence surveillée les chefs de l'opposition qui provoquèrent l'abstention des sudistes lors des dernières élections et qui réclament aujourd'hui soit une sorte d'autonomie du Sud, soit l'indépendance totale. J'ai pu rencontrer l'un de ces leaders, aujourd'hui chef de la révolte armée. Il était sorti de prison au mois de juin. J'étais en prison car je m'étais opposé à l'action des militaires. Je m'étais aussi, avec des camarades, opposé aux tortures infligées à mon peuple, car on ne peut pas tolérer de laisser tuer ses frères. Alors ceux du Nord m'ont arrêté et conduit en prison. Quelle est la situation politique aujourd'hui? Est-il possible de trouver une solution? Nous avons essayé de résoudre pacifiquement le problème. Nous ne voulions pas choisir la violence et tuer des soldats soudanais. Nous avons essayé de trouver une solution politique, mais il semble que les Arabes n'aiment pas cela. Pensez-vous vraiment que les Arabes veulent exterminer les Noirs dans le Sud? C'est ce qui arrive maintenant. C'est ce qui arrive. Et choisir de tuer des gens est inhumain, intolérable. Aucune nation ne pourrait réellement tolérer cela. Pourtant, on est en train d'exterminer les nègres. Alors, dans le Sud, ceux qui se nomment les combattants de la liberté ont choisi la violence à laquelle les Arabes du Nord répondent par d'autres violences. Et samedi dernier, le Sud a connu une flambée de colère comme en connaissent les pays gagnés par l'engrenage d'une subversion et d'une répression qui se rejoignent dans l'atrocité. Lundi, le gouvernement a donné carte blanche à l'armée pour liquider la subversion. J'ai demandé au Premier ministre, M. Magoub, s'il n'y avait pas d'autre solution. Je ne peux pas permettre des actes de violence, le vol et le pillage. La loi doit être maintenue et la paix préservée. Cette politique est soutenue par tout le peuple de ce pays. En sortant du palais du gouvernement de Khartoum, nous sommes tombés sur plusieurs centaines de gens du Nord manifestant pour soutenir le gouvernement dans sa politique de force. Mais 4 jours plus tard, les hommes du Sud attaquaient le quartier général de l'armée à Djouba et le PC de l'état-major opérationnel à Wau. Une solution paraît difficile, et si le monde se désintéresse un peu de ce qui se passe au Soudan, un certain nombre de pays africains qui connaissent la même situation sont un peu inquiets de l'exemple soudanais.